Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, qui est maître d'œuvre du projet Corridor écologique. Donc, avec Andréane Blais, Jenny et Karine qui vont venir vous présenter les bons coups des 3 dernières années et ce qui s'en vient. Sur ce, Andréane, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine. Donc, vous m'entendez bien. Donc, je vais commencer. Ça me fait plaisir. Andréane Blais, directrice générale au Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Ça nous fait vraiment un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des bons coups des maîtres d'œuvre, comme Catherine l'a présenté. Je vais être accompagnée de Jenny Aubin-Hiergeau, qui est chargée de projet, et de Madame Karine Ankou, ingénieure forestière et collaboratrice dans le cadre là, de la démarche de connectivité au Centre du Québec. Mentionner que la démarche des maîtres d'œuvre s'insère dans un grand projet provincial où collaborent différents maîtres d'œuvre. Ici, vous pouvez voir Nature Action, Corridor Appalachien, Éco-Corridor Laurentien, Horizon Nature, Cité Connected ou 2 pays, une forêt. Et bien évidemment, Conservation de la nature aussi, qui est maître d'œuvre dans différentes régions au Québec. Le Centre du Québec, plus particulièrement, est maître d'œuvre pour le Centre du Québec. Et l'ensemble de ce grand chantier est financé, entre autres, par le Fonds vert Québec et l'ensemble des partenaires Fondation de la Faune, ECO, Woodcock Foundation et différents autres partenaires, là, dépendamment des maîtres d'œuvre. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ici un petit contexte du Centre du Québec pour bien vous placer dans la réalité de notre région. Donc, nous sommes une région située dans les Appalaches, mais aussi dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, ça nous emmène à un contexte forestier qui est quand même éclaté, je pourrais dire, dans la MRC Nicolet-Yamaska, un peu dans la MRC de Drummond. On a beaucoup de superficies agricoles. Et dans le restant de la région, c'est quand même des superficies forestières qui sont présentes à 46 % du territoire. Donc, quand même une belle couverture forestière, mais ça demeure quand même des forêts jeunes et fragmentées. Donc, on a cette réalité-là pour le côté forestier. On a aussi une autre réalité très différente de certains secteurs au Québec. On est à 97 % en terres privées, très peu de terres publiques. Vous voyez en jaune, là, c'est l'ensemble des terres privées. Donc, on a une réalité très forestière de culture, d'exploitation, tant au niveau agricole que forestier, là, au niveau de la région. Ici, vous pouvez voir la répartition agricole du territoire. Comme mentionné, dans Nicolet-Yamaska, Drummond, on a des superficies un petit peu plus nombreuses, plus consolidées. Dans le restant de la région, c'est quand même des superficies plus fragmentées là, qui côtoient les forêts. Finalement, un autre enjeu principal dans le contexte de la connectivité, c'est le réseau routier qui est très présent sur le territoire. Ici, on a le réseau principal, mais on pourrait rajouter à ça aussi l'ensemble des réseaux de VTT, de véhicules tout-terrain. Donc, ça l'emmène aussi une forme de fragmentation de nos corridors. Au courant de la présentation, donc, on va aborder différents aspects. Madame Aubin va aussi participer et Madame Ankou un petit peu plus tard. Le projet de connectivité a débuté dans les années 2017 environ. Par une subvention de la CRRNT à l'époque. Donc, on voulait connaître la répartition de la connectivité en région, donc les meilleurs travaux, les meilleurs réseaux de connectivité en région. La première évidence qui est arrivée, c'est que ça nous prenait une compréhension commune parce que tous les acteurs avaient quand même une vision différente de qu'est-ce que pouvait être la connectivité. Alors, ça nous prenait aussi une compétence, donc de développer cette compétence-là de la connectivité en région. Par la suite, il fallait aussi, après avoir fait une compréhension commune, avoir une vision partagée et une appropriation de la démarche. C'est bien beau avoir la vision, mais si on ne s'approprie pas la démarche, ça fait finalement qu'elle est tablettée. Pour que la vision soit appropriée, donc que les acteurs s'engagent, il fallait connaître leurs besoins. Donc, relier la connectivité, qui est un besoin fondamental écologique, aux besoins des différents organismes qui œuvrent sur le territoire. Et ça prenait finalement une très grande synergie entre la vision qui était partagée et l'appropriation. Donc, le Conseil régional de l'environnement, avec ses différents partenaires, ont œuvré à ces 3 grands chantiers
depuis les dernières années. Donc, le CRE a pris le bâton de pèlerin et est devenu le leader au niveau de la connectivité en région. Donc, au niveau de la compréhension commune, la première action qu'on a fait, le premier bon coup qu'on a fait, c'est d'établir le principe d'élaboration de corridors naturels au centre du Québec. Donc, un document, c'est une revue de littérature sur la connectivité qui a été réalisée par le CRE en collaboration avec Mme Louise Gratton. Et dans ce document-là, dont peut-être plusieurs se sont déjà inspirés parce qu'on l'a vu cité dans différents documents de connectivité au Québec, on partage un vocabulaire commun qu'on vous invite d'ailleurs aussi à continuer d'utiliser. Les concepts de connectivité, les différentes méthodes de conception d'un réseau et différents projets auxquels on pouvait s'inspirer. Après avoir fait ce grand guide, on a développé le plan de conservation du réseau de connectivité en région. Ce grand plan-là a été finalisé en décembre dernier, en janvier dernier, en 2021. À l'intérieur de ce grand plan-là, on a fait énormément de chantiers de travail pour établir une vision partagée. Donc ça a été le grand projet, la première phase du grand projet de maître d'œuvre avec Conservation de la nature et le Fonds vert. On a travaillé à plusieurs rencontres de concertation pour établir cette belle vision et à l'intérieur du plan de conservation du réseau de connectivité, on retrouve le portrait de connectivité, le diagnostic, les enjeux, la vision et les stratégies de conservation. Donc, notre vision est d'ici 2023, un ensemble de milieux naturels diversifiés et représentatifs de la biodiversité du centre du Québec composeront un réseau écologique connecté qui contribuera au maintien des fonctions et des services écologiques ainsi qu'à l'adaptation au changement climatique. Le tout dans une approche concertée et compatible avec le développement durable du territoire. Donc, pour l'appropriation, on a développé un plan de marketing social. Nécessairement, c'est beau, comme je vous l'ai dit au début, d'avoir une vision partagée. Reste qu'il faut que cette vision-là s'intègre dans les besoins des gens. Donc, on est venu étudier, on est venu en quelque sorte espionner ces organismes pour connaître leur mission, leur mandat, leurs besoins. On a fait des sondages, des rencontres téléphoniques, des rencontres en personne pour établir quelles seraient les meilleures démarches pour vraiment que ces acteurs-là s'approprient le projet de connectivité. Donc, on a fait les publics cibles, on en avait 6. On avait les organismes de bassin versant, les ZIP-TCR, les instances municipales, l'Agence forestière des Bois-Francs, l'Union des producteurs agricoles et les citoyens. Donc, dans le plan de marketing social, on a une description de la mission, comme j'ai mentionné, les comportements à promouvoir, ce que nous, on souhaite que ces organismes-là réalisent en matière de connectivité, le niveau de prise en compte actuel de la connectivité par ces acteurs-là et finalement des stratégies d'appropriation. Dans les différentes stratégies, ce qui est ressorti de nos consultations, c'est que l'ensemble des acteurs avaient besoin d'une carte partagée faisant consensus. Donc, pas uniquement une carte qui relève d'une analyse géomatique. Il fallait que cette carte-là atterrisse aussi dans les projets de développement d'aménagement du territoire. Donc, je vais vous le présenter tantôt, là, ça en est venu à une carte plutôt qu'on peut dire un réseau fonctionnel de départ qui est allé vers un réseau plus structurant là, au niveau de l'aménagement du territoire. Ça leur prenait aussi une liste des pratiques en connectivité, parce que c'est bien beau avoir une carte, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on a une carte pour conserver ce beau réseau? Par la suite, une fois qu'on a les pratiques, comment qu'on les intègre dans la mise en œuvre quotidienne de nos actions? Et finalement, étant donné qu'il y a beaucoup de pratiques en connectivité, quelles actions sont les plus prioritaires en région, considérant que le temps et l'argent sont limités? Et finalement, le cinquième élément qui ressortait dans le plan de marketing, c'était l'accompagnement des acteurs. Donc, les acteurs voulaient se faire accompagner par rapport aux différentes actions qui pouvaient être entreprises. Donc, la carte, je vous la présente rapidement, cette carte. Donc, on est parti d'une carte du réseau Circuitscape, donc une carte très fonctionnelle avec qualité d'habitat où qu'on allait pixeliser et donner une valeur à chaque pixel d'utilisation du territoire. Cette carte avait aussi été construite à partir de nos noyaux d'intérêt. Donc, ça, c'est vraiment les grands noyaux qu'on voulait
connectés entre eux sur le territoire. Ouais, ben là, je sais pas si tu as encore à parler, mais moi, ça l'embarque après ça, là. Fait qu'on a 35 corridors, mais... Je te laisse aller. Ouais, bon, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Jenny Lee. Je suis chargée de projet au CREC. Je vais vous parler là, de notre corridor, justement. Donc, on a catégorisé 2 types de corridors, soit les corridors prioritaires à protéger. Donc, ça, c'est les corridors là, qui ont beaucoup de forêts, qui présentent une intégrité et un couvert forestier de 75%, qui connectent 2 noyaux de conservation. Ça, c'est les noyaux en orange qu'on voit dans la carte que ma collègue Marie-Christine là, travaille pour conserver dans les prochaines années. Les corridors prioritaires à protéger possèdent aussi un ou des éléments d'intérêt, donc des espèces en péril, des écosystèmes forestiers exceptionnels ou des milieux humides. Deuxièmement, on a les corridors prioritaires qui sont à restaurer. Donc, c'est ceux qui ont peu de forêt, souvent vont se retrouver en milieu agricole, présentent un couvert forestier inférieur à 75% et connectent 2 noyaux. Donc, pour en arriver là, avec ces corridors définis-là, il y a eu l'approche visuelle qui a permis d'optimiser les corridors selon les enjeux et les contraintes d'aménagement du territoire. Donc, chaque corridor naturel a été observé par photo-interprétation en jumelant diverses informations géomatiques. Dans la mesure du possible, là, le chargé de projet, il y avait différents objectifs, différents critères. Donc, on a essayé de favoriser le passage des corridors naturels dans les habitats d'espèces en situation précaire, les EFE, les sites en protection et dans les cours d'eau. On a aussi passé les corridors au centre des milieux naturels pour soutenir les corridors d'habitat. On a favorisé les structures naturelles pouvant représenter des corridors pas à pas. Donc là, on parle de haies brise-vent, de bandes riveraines, d'îlots boisés. Et on a essayé aussi d'éviter les milieux urbanisés, les terres agricoles en production, les routes. Puis, on voulait s'éloigner le moins possible là, du tracé originel de Circuitscape, là, la carte qu'on voyait en noir et blanc tantôt. Donc, le résultat final, c'est la prochaine... Non, c'est cette carte-là. Ouais, c'est cette carte-là. C'était celle d'avant, mais... donc, la carte aussi était envoyée à plusieurs intervenants pour obtenir leurs commentaires, puis qu'on puisse adapter le tracé. Donc, après avoir visualisé là, les 2 cartes, celle en noir et blanc de Circuitscape, puis notre réseau final qu'on voit là, on peut voir que l'identification du réseau de connectivité, là, ça va toujours demeurer subjectif selon les variables qui sont utilisées et les objectifs poursuivis. Donc, la conceptualisation d'un réseau, c'est pas, faut pas le voir comme une fin, mais plutôt comme un outil d'aide à la décision. Donc, le portrait du réseau qui a été fait par le CREC, je vais vous présenter quelques-unes des caractéristiques. Donc, on a 35 corridors avec une zone tampon de 100 mètres de part et d'autre, avec une superficie totale de 46 352 hectares. Sa longueur est de 2396 km, composée à 1019 km de corridors verts. Donc, ça a été basé sur des données de déplacement des oiseaux forestiers. Et 1377 km de corridors bleus, ça, c'est basé sur des données de déplacement de la loutre et du vison. Fait que ça, c'est souvent des grandes rivières et 60 mètres de part et d'autre. Donc, les 2 classes d'occupation du sol les plus communes dans nos corridors, c'est les milieux boisés à 50,7% et les milieux agricoles à 17,7%. Donc, on a juste 35% du réseau qui n'a pas de couverture forestière, mais naturellement, là, les corridors passent par plusieurs massifs forestiers parce que la résistance et la fragmentation anthropique là, sont moins grandes, ce qui explique notre beau 50% de milieux boisés. Donc, on a aussi identifié la fragmentation anthropique qui se retrouve dans le réseau, soit les routes, les autoroutes, les sentiers de VTT, motoneige, les pistes cyclables, les chemins forestiers et les lignes de transport d'énergie. Donc, les intersections les plus fréquentes qu'on retrouve avec le réseau, c'est celles qui peuvent représenter les plus grandes menaces de mortalité. C'est les routes, les sentiers de VTT, motoneige,
puis on a plus de 250 intersections chacun. Donc, dans la phase future du projet de connectivité, là, il va être très pertinent de cibler ces intersections-là pour y faire des aménagements routiers. Donc, avec toutes ces données, on en est arrivé avec un plan d'action qui comprend 4 orientations, soit la protection, l'utilisation de façon durable et la restauration des corridors naturels. Deuxièmement, la mobilisation, l'engagement des acteurs et propriétaires concernés. On a le financement des actions et 4, la poursuite de l'acquisition de connaissances. Donc, le projet actuel financé par FFQ consistait à lister les meilleures pratiques de connectivité et leur prise en compte sur le territoire. Donc, dans les derniers mois, moi, je me suis concentrée surtout sur certains objectifs du plan d'action. Donc, premièrement, j'ai rencontré individuellement plusieurs intervenants pour discuter du réseau de connectivité qui traverse leur territoire. Donc, on a les intervenants forestiers, agricoles, urbains, donc les villes, les municipalités, les MRC et aussi les OBV. Donc, avec eux, au mieux de leur connaissance, on a réussi à cibler des endroits qui pourraient bénéficier d'actions de connectivité. On a aussi discuté des outils de planification qu'ils utilisent, la façon d'y insérer la connectivité et les meilleures pratiques pour faciliter le déplacement de la faune. Donc, au niveau des MRC des municipalités, Andréane, tu peux changer. Des objectifs de connectivité là, peuvent s'insérer dans plusieurs de leurs outils, comme le schéma d'aménagement de développement, en ajoutant une affectation de conservation ou de connectivité. Dans le plan d'urbanisme, en identifiant des orientations claires pour la protection des corridors et en limitant les activités. Dans le plan d'aménagement d'ensemble, en ciblant des zones et des objectifs précis qui vont limiter les promoteurs à s'étendre ou les encourager à favoriser le lotissement en grappe. Il existe aussi plusieurs règlements qui peuvent être modifiés en faveur de la connectivité, comme on a le règlement d'abattage d'arbres, en ajoutant une protection très stricte du couvert forestier dans les corridors. Le règlement de fauchage qui limite, on peut limiter la tonte à des périodes précises pour éviter de déranger la nidification ou fixer des limites de la tonte plus hautes. Aussi, là, on entend souvent parler, là, mais l'application de la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables qui serait très favorable à la connectivité. En ce qui concerne les meilleures pratiques pouvant être appliquées en milieu urbain, on a la limitation des espèces exotiques envahissantes, la protection des bandes riveraines, des fronts boisés, des chicots, des arbres morts sur les terrains privés. Au niveau de la restauration, les meilleures pratiques sont, pour les villes, le verdissement des rues, des stationnements, les quartiers industriels qui agissent souvent comme îlots de chaleur. On aurait l'aménagement des parcs et de bandes mellifères pour favoriser les pollinisateurs, la plantation d'arbres fruitiers pour les oiseaux et la petite faune, assurer le lien entre les boisés du périmètre urbain et l'aménagement de jardins de pluie et de bacs de récupération d'eau de pluie pour freiner la pollution des cours d'eau qui sont souvent tributaires, qui sont tributaires à nos corridors bleus. Donc, au niveau du financement, les intervenants avec qui j'ai fait affaire ont identifié quelques-uns qui existent déjà, soit les programmes d'aide pour le reboisement ou les programmes de bacs d'eau de pluie. J'ai aussi entendu parler là, de la création d'un service clé en main par les MRC pour l'aménagement et l'entretien des bandes riveraines en milieu agricole. Donc, il y a aussi là, tout le financement des MRC qui peuvent réserver pour des projets d'environnement tels que mentionnés par Sarah Kane au Forum de l'Action climatique. Les intervenants sont conscients que modifier les règlements et les outils de planification, c'est un long processus, mais en majorité, là, j'ai vu vraiment une très belle ouverture d'esprit, un désir de développer le réseau chez les MRC du centre du Québec, puis les villes de Drummond et Victo avec qui j'ai rencontré. Puis il semble aussi que les PRMHH là, nous aient quand même bien ouvert la porte parce qu'il y a plusieurs MRC là, qui me parlaient aussi des
PRM-NHH, donc inclure les milieux naturels dans le plan régional. Donc, quand on parle de connectivité, on pense au déplacement de la faune et aux habitats de nourriture. Donc, en milieu forestier, au niveau de la protection, on a identifié comme pratique la limitation des espèces exotiques envahissantes, des insectes, des maladies, la protection de tous les milieux sensibles, donc milieux humides, leurs complexes, les aires de concentration du cerf de Virginie, des oiseaux aquatiques, les EFE qui sont des milieux très intègres, la protection des îlots boisés et des milieux humides isolés parce qu'eux, ils agissent en corridor pas à pas. Donc, aussi, là, respecter les exigences de la faune et du paysage. Donc, conserver les îlots d'arbres matures à l'intérieur des coupes, éviter d'uniformiser, diversifier les essences, la présence d'arbres fruitiers, conserver une densité élevée de jeunes tiges pour permettre à la faune de s'abriter, se protéger des prédateurs quand ils se déplacent, s'alimenter. Laisser debout les arbres morts de plus de 20 cm de diamètre, éviter de créer des bordures de coupe rectiligne, donc le plus naturel possible. Favoriser la régénération des parterres de coupe, conserver une bande riveraine de 15 mètres. Donc là, il y en a des tonnes, des bonnes pratiques. Pour la restauration, là, c'est plutôt, on vise à améliorer la qualité de l'eau, les bandes riveraines, l'habitat du poisson, l'augmentation du couvert forestier. Au niveau de l'utilisation durable, les meilleures pratiques se réfèrent aux saines pratiques forestières lors des différents travaux, comme la construction des chemins de drainage, traverse de cours d'eau, récolte de bois. Il y a des meilleures pratiques à mettre de l'avant pour la connectivité. Dans la carte du réseau, on va aussi identifier le degré de résilience des forêts avec Karine Encou. Celle-ci va vous parler tout à l'heure de sylviculture adaptée. C'est un nouveau concept au CREC. Donc, pour finir avec les pratiques du milieu forestier, la connectivité peut être favorisée dans les plans d'aménagement forestier bonifiés ou plans d'aménagement forêt-faune. La concordance aussi là, avec les corridors forestiers obligés par les MRC et notre réseau, le règlement d'abattage et la politique de protection des rives. Au niveau agricole, donc les meilleures pratiques de protection se concentrent beaucoup sur conserver la vocation des espaces naturels qui existent encore, donc l'espace de liberté des cours d'eau méandrés, conserver les îlots boisés, les milieux humides, les bandes riveraines, c'est tous des milieux essentiels là, pour le déplacement de la faune. Et bien sûr, là, la limitation des espèces exotiques envahissantes. Pour ce qui est de la restauration, là, on concentre les pratiques sur des aménagements qui augmentent le couvert forestier et qui favorisent le retour des pollinisateurs, des oiseaux champêtres, des oiseaux de proie, donc l'aménagement des haies brise-vent, des bandes fleuries, des espaces perdus et l'entretien des friches. Durant mes rencontres là, avec Pierre Chouinard du MAPAC, on a discuté des aménagements possibles pour la connectivité. Il y a un volet biodiversité qui existe dans Prime Vert. Donc, ce volet-là permet une plus grande créativité et liberté, je dirais. Puis, on peut faire des aménagements là, plus fidèles à la nature. Donc, on a discuté, entre autres, d'opter pour l'aménagement d'îlots boisés pour faciliter les corridors pas à pas. Dans certains cas, là, cette optique elle pourrait être mieux acceptée par les producteurs qui ne peuvent pas se permettre de perdre trop de surface cultivable. Au niveau des bandes riveraines, il faut insister sur l'augmentation du couvert forestier, mais de façon plutôt aléatoire, c'est-à-dire d'éviter d'aménager une bande riveraine rectiligne uniforme. Le plus large qu'on peut aller, toutefois, avec Prime Vert, c'est toujours 10 mètres. Idéalement, on voudrait aller plus loin, mais je comprends que c'est une grande surface, là. Donc, on propose de favoriser 3 différentes strates herbacées, arbustives, arborescentes, la diversité d'essences indigènes à différentes vitesses de croissance, mixer feuillus, conifères, ensuite les arbres fruitiers, toujours pour les oiseaux champêtres, la petite faune, alterner entre des arbres de grande taille et de petite taille, laisser les chicots. Puis par manque là, de financement, il y a toujours la possibilité
de laisser aller la végétation naturelle reprendre sa place. Pour l'utilisation durable, bon, c'est surtout maintien d'une qualité d'habitat des poissons, donc réduction des pesticides, engrais, apport de sédiments, le retrait des animaux dans les cours d'eau, le retrait des cultures et adopter des pratiques culturelles qui protègent les sols. Ça, c'est un volet un petit peu plus agronomique, donc on va faire affaire avec des agronomes pour ce volet. Pour la planification, j'ai pris connaissance de 2 plans de développement de la zone agricole, donc PDZA, avec des beaux objectifs de connectivité déjà insérés dedans. C'était les MRC de Drummond et de Nicolet-Yamaska. Puis comme j'ai mentionné tantôt, j'ai parlé du service clé en main pour les bandes riveraines. Il y a la MRC de Nicolet-Yamaska qui a un projet en cours pour développer le service. Et le plan d'agriculture durable 2020-2030 a aussi une orientation axée sur le maintien de la biodiversité qui pourrait favoriser indirectement la connectivité. Durant une de mes rencontres d'intervenants des MRC, il y a quelqu'un qui a proposé quelque chose d'intéressant, c'était d'orienter la localisation du couvert forestier. Donc, de compenser les pertes et les orienter vers les corridors. Au niveau du REA, du règlement d'exploitation agricole, ça stipule qu'un propriétaire peut compenser la perte d'un couvert forestier sur une autre de ses terres, même si elle se trouve dans une autre municipalité. Toutefois, pour la connectivité, ça serait favorable de modifier le règlement pour permettre aussi des échanges entre 2 propriétaires distincts et que le règlement d'abattage permette par la suite d'orienter le reboisement compensatoire dans un corridor forestier ou corridor bande riveraine. Le plus possible là, dans une même municipalité, idéalement pour conserver leur pourcentage de couvert. Donc, pour terminer avec mon projet connectivité, notre stagiaire s'est concentré à la réalisation d'une carte de connectivité qui priorise des actions de protection, de restauration, d'utilisation durable dans le réseau. Et avec toutes les données géomatiques amassées par le CREC au fil des années, là, on a fait des intersections du réseau avec différents shapefiles, ce qui nous a donné une carte ciblant les endroits où des actions peuvent être entreprises par les intervenants du territoire. Donc, cette carte-là va être accessible à tous les intervenants qui pourront l'utiliser comme outil d'aide à la décision dans leur projet et même l'intégrer à certains outils de planification. Là, je ne vous l'ai pas présenté parce que le shapefile il est un peu trop lourd et il n'est pas fini pour l'instant. Donc, Andréane, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jenny. Donc, effectivement, comme vous pouvez voir, là, avec l'ensemble des actions que Jenny Lee a présenté, on se trouvait dans un espace où il nous fallait prioriser parce qu'il y avait tellement d'actions possibles puis où qu'on pouvait les faire. Donc, ce que la stagiaire est en train de faire, l'IA, ça va nous permettre vraiment d'orienter les organismes vers les choix d'actions prioritaires parce que ce que Jenny vous a présenté, là, c'est tout répertorié dans un grand fichier Excel qu'on peut partager avec l'ensemble des acteurs intéressés. Là. C'est des fonds publics qui sont venus financer ce projet-là. Donc, c'est super intéressant. Au niveau de l'intégration, une fois qu'on avait nos bonnes actions, on est venu intégrer ces actions-là. Donc, on a déjà commencé à intégrer plusieurs actions. La première a été d'intégrer la connectivité dans les plans régionaux des milieux humides, hydriques et naturels. Donc, ça peut paraître très simple, mais c'est quand même de convaincre et c'est quand même un choix très stratégique, un choix politique aussi. Donc, nos aménagistes en région, avec le CRA, on a quand même travaillé fort pour convaincre les élus là, d'intégrer la connectivité et les milieux naturels au sein des PRMHN. Donc, si vous voulez en savoir plus, là, vous pourrez aller sur patrimoinenaturel.ca. On a aussi, le CRE accompagne aussi la ville de Drummondville dans son plan de conservation des milieux naturels. Donc, la ville de Drummondville a aussi intégré la connectivité que le CRE a développée au sein de leur plan et ils l'ont aussi raffiné. Ils ont fait une analyse supplémentaire pour intégrer un volet social à la connectivité. Donc, il y a eu aussi une intégration dans le plan de conservation des milieux naturels qui va être public là, d'ici le mois de juin.
Comme Jenny Lee l'a mentionné, on a aussi partagé, travaillé avec la MRC de Nicolet et Amaska pour intégrer la connectivité dans leur PDZA et aussi dans le plan de transition écologique. Actuellement, le CRE, c'est le mandat de la MRC de Nicolet qui a donné au CRE, on est en train de caractériser l'ensemble des bandes riveraines de leur territoire conjointement avec le réseau de connectivité. Donc, on va être en mesure d'aller avoir un portrait plus fin du réseau de connectivité au niveau des cours d'eau, donc le réseau aquatique. Finalement, il y a aussi d'autres organismes qui se sont engagés dans le cadre de la démarche à réaliser des actions, donc ils ont signé, ils se sont engagés dans un plan d'action défini pour l'intégration de la connectivité. Aussi, au niveau de l'accompagnement, on a accompagné différents projets. Bon, nous-mêmes, on a réalisé différents projets dans différents secteurs d'activité. Donc, en milieu urbain, on a accompagné la ville de Drummondville pour créer la première réserve naturelle en milieu urbain au centre du Québec, donc la réserve naturelle du Boisé de la Marconi qui passe dans le réseau de connectivité. Donc, ça a été une belle réussite. C'est un 60 hectares de forêt en plein cœur de la ville. Puis, depuis que ça a été créé, les citoyens peuvent en profiter amplement. On a aussi mis en place le projet Coup de fraîcheur, comme Jenny Lee l'a mentionné, là, le verdissement urbain. Donc, on a ciblé des îlots de chaleur dans des quartiers défavorisés qui couplaient aussi le passage de notre connectivité. Donc, vous comprendrez qu'en milieu urbain, c'est pas pour les grands mammifères, là. Reste que c'est une connectivité qui est surtout là pour les oiseaux, surtout les oiseaux et les petits mammifères urbains. Donc, ce projet-là est aussi venu se réaliser et on entame cette année, on continue le projet de Coup de fraîcheur qui dure encore pour les 2 prochaines années et on entame la mise en place d'un projet de stationnement éco-responsable pour lutter contre les îlots de chaleur, mais aussi poursuivre là, la connectivité en milieu urbain. Par la suite, en milieu agricole, on a réalisé jusqu'à maintenant plus de 20 kilomètres de restauration de connectivité en milieu urbain, donc de la connectivité qui varie entre 5 et 10 mètres de large selon le propriétaire. On a travaillé notamment avec le programme GARAF, le groupe de recherche d'aide et l'aménagement de la faune, qui est un groupe d'étudiants des écoles secondaires de la région. Ça, ici, les photos que vous voyez, c'est un grand projet là, de 3 kilomètres qu'on est venu aménager. Et on a fait aussi plusieurs aménagements en milieu agricole pour la faune. Ici, on est en train d'installer l'hôtel à Hirondelle dans le cadre du projet des oiseaux champêtres. Et on a aussi fait l'acquisition, avec l'organisme Nature Avenir en région de différents milieux naturels pour consolider notamment les pas japonais dans le cadre du réseau de connectivité. Finalement, ce qui s'en vient, puis là, je vais donner le tour de parole par la suite à ma collègue Karine Ankou. Donc, ce qui s'en vient en matière de connectivité, dans les 3 prochaines années, on va travailler beaucoup sur l'écologie routière, la conservation volontaire. Plusieurs projets de restauration sont à venir, notamment dans les grands noyaux du réseau de connectivité. On va faire un grand chantier de communication avec les organismes pour mettre en œuvre les actions, parce que c'est pas juste le CRE qui peut prendre en charge l'ensemble des actions. Donc, il va y avoir un grand réseau de communication et un projet, une collaboration avec différents partenaires, un projet de sylviculture adapté. Puis, je cède la parole à Mme Karine Ankou qui va vous en parler. Je m'appelle Karine Ankou, je suis ingénieure forestière, je pratique à l'Agence forestière des Bois-Francs et je suis nouvellement collaboratrice au CREC pour ce incroyable projet de connectivité. Ce projet est en développement et se nomme récemment Projet sylvicole CCC. Donc, pour emprunter les lettres de connectivité et de changement climatique. C'est le volet forestier. Simplement pour justement se mettre dans un mode de langage commun, je vais essayer de vous situer là un peu les outils de gestion forestière pour ne pas confondre l'aménagement, la sylviculture et les saines pratiques. Donc, un guide d'aménagement, en fait, c'est un ouvrage qui propose des grandes lignes directrices de planification
c'est un très, très grand défi en forêt privée, étant donné que tous les propriétaires sont gestionnaires eux-mêmes de leur superficie. Donc, Bruno, il faut que tu mettes ton micro à off. Tu m'entends, Bruno? Oui, parfait. Donc, exactement. Donc, l'aménagement, c'est au sens large et c'est déjà difficile en forêt publique, mais en forêt privée, c'est vraiment tout un défi. Guide de sylviculture. Qu'est-ce qu'un guide de sylviculture? En fait, ça propose des séquences de traitement sylvicole. Des séquences, c'est comme au cinéma, on appelle ça des scénarios sylvicoles. Et donc, mon projet se situe dans cette partie-là. En sylviculture. Il va toucher, on n'a pas le choix de toucher à l'échelle du territoire du centre du Québec. Je vais vous montrer pour quelle étape. Mais on va se concentrer sur ici, à l'échelle des séquences de traitement. Et évidemment, une fois qu'on a des séquences de traitement bien déterminées qui donnent la ligne directrice pour exécuter les traitements, on peut ensuite avoir une liste ou avoir une manière qu'on appelle des scènes pratiques pour faire en sorte que les travaux à même le terrain se fassent dans le respect des objectifs qu'on veut atteindre. Bon, des objectifs, il y en a plein. Protection des sols, protection de la faune, protection de plusieurs choses. Donc, il y a moyen de passer à la pratique avec une saine façon de le faire. Je poursuis. Juste mise en contexte, tout le monde sait que les changements climatiques, c'est sérieux. On vient juste d'avoir un exposé du gouvernement provincial là, ce matin. Qu'est-ce qu'on a fait à l'agence pour bien visualiser ces effets-là? Première des choses, on est allé voir les prédictions. Je vous montre ici une carte que vous ne voyez pas souvent. En fait, c'est la carte de l'indice IHC qui est en fait un delta entre les précipitations et l'évapotranspiration de la végétation, du couvert forestier. Ce delta-là est important parce que les arbres sont dépendants du moyen hydrique. Donc, il n'y a pas juste le nutritif. Les arbres ont besoin d'eau. Et les résultats indiquent, malheureusement, que pour l'horizon 2041-2050, ça s'en va vers un climat plus sec. Et donc, plus c'est rouge sur la carte, plus le delta de sécheresse est élevé. Donc, on peut voir que pour 2041-2070, c'est un intervalle, les Appalaches s'en tirent encore, mais pour d'autres régions dans le centre du Québec, c'est plus problématique. Les effets. Donc, ah oui, je veux juste vous partager là, par rapport au changement climatique. Il y a Craig Allen, qui est un chercheur international, qui a déjà démontré à travers le monde que les effets de la sécheresse engendrent la mortalité des arbres. Et donc, si on se référait en 2010 ou même en 2000, on n'avait pas grand-chose comme information et maintenant, on a beaucoup d'informations. Donc, sécheresse engendre potentiellement mortalité des arbres. Donc, c'est vraiment un indice important. Ici, je vous montre des constats de terrain très personnels. En fait, ma maîtrise ici, où j'ai été étudier la sécheresse 2012 très sévère, surtout dans l'Outaouais. Donc, avec mortalité très élevée, même du chêne blanc, qui est supposé être une espèce adaptée. Vous me voyez ici en Arizona. Donc, comprenez que l'Arizona, il faut y aller pour le croire. Ils sont en mode, les sécheresses, c'est bien connu depuis, on dirait toujours. Donc, ils sont en mode déjà de pratique sur le terrain. Il y a déjà toute une stratégie. Et les deux autres photos que vous voyez, c'est en Allemagne.
Et l'Allemagne, avec le reste de l'Europe, a subi des sécheresses sévères récemment et en plus récurrentes. Hein. Ça s'est passé sur 3 ans consécutifs. Et bon, de mes propres yeux de forestière, on voit de la mortalité, pas un arbre à la fois, on voit de la mortalité de peuplement au complet. Surtout, on voit ici le mélèze qui souffre davantage que toutes les autres essences. Et ici, c'est une sorte d'érable qui, en fait, sèche debout, littéralement, les feuilles sèches. Alors, revenons aux travaux de mode d'analyse. Donc, à l'agence, on est passé en mode analyse grâce à plusieurs partenaires. Donc, les partenaires financiers, c'était Action Climat. Et grâce à 2 chercheurs très généreux, 3 chercheurs très généreux, et donc Laura qui est avec nous aujourd'hui, Laura Boisvert-Marche et Jean-Daniel Sylvain. Et grâce à leurs données, on a pu faire une analyse de la vulnérabilité des peuplements. Et avec d'autres outils, OK, j'essaie de passer vite. Si vous voulez avoir tous les détails, le guide est maintenant disponible, est enfin finalisé le 11 janvier. Donc, peu importe la communication pour l'avoir, n'hésitez pas à le demander, soit à Andréane, à moi, à Laura, etc. Et donc, je veux vous montrer une espèce d'équation. Plus la vulnérabilité est élevée, et moins la résilience, on a fait une carte d'analyse de résilience aussi, est basse, cela engendre un risque de déclin prématuré. Et on a produit une carte finale qui est un indice aggloméré unique là, et que j'ai généré en 3 couleurs. Hein. Vous comprenez qu'on aurait pu faire une vingtaine de couleurs, mais en 3 couleurs, ça cible précisément les endroits qui sont les plus problématiques. Donc, l'idée de collaborer à la connectivité, c'est d'utiliser cet outil géomatique-là et de le superposer à le superbe outil créé par le CREC de leur réseau. Et donc, de cibler les endroits forestiers qui sont en risque géomatiquement, on se comprend. Il faut aller sur le terrain après pour vérifier, là, mais géomatiquement, qui sont en déclin, qui sont dans un risque élevé de déclin prématuré. Pour ce faire, mode solution. Là, vous comprenez qu'on est en développement de projet. Donc, toutes les solutions ne sont pas raboutées un dans l'autre, mais le frame est là. Donc, c'est une approche sylvicole intégrée pour gérer le risque potentiel de déclin prématuré de certains peuplements qui sont liés au réseau de connectivité pour l'horizon bien précis 2041-2070 et qui vont faire en sorte de maintenir les attributs forestiers qui sont nécessaires au déplacement de la faune et possiblement aux abris. Donc, alors, j'arrive à la fin de ma présentation. Le comment de façon sylvicole, hein, et non le comment de façon des saines pratiques. Là. On est dans la sylviculture. C'est qu'on va marier 2 types de sylviculture. Une qui commence à être assez bien connue, là, qui est la sylviculture d'adaptation au changement climatique, d'adaptation qui nous projette dans le futur, qui est basée sur 3 objectifs qu'on peut choisir. Et ces objectifs-là ne sont pas pris au hasard. Là. Ça a déjà été publié en 2007 par Mme Millard et repris. Donc, tout le monde se base sur ces objectifs-là. Donc, c'est un objectif de transition, résilience et résistance. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un peuplement, on choisit en fonction du diagnostic qu'on a fait de ce peuplement-là par rapport au changement climatique. Si on le convertit de façon drastique vers une autre composition, si on utilise ces attributs de régénération et de biodiversité déjà en place et on les bonifie, on est en résilience, ou si on prend le peuplement qui est déjà debout actuellement, et qu'on l'aide à avoir une résistance pour l'horizon qu'on a choisi,
Et en résistance, c'est qu'on essaye de l'aider à avoir un accès, entre autres, là, à l'eau, un accès hydrique plus facilement. Exemple, réduire sa densité. Parce que vous savez qu'une densité très forte, disons, là, 350 tiges à l'hectare, ça pompe beaucoup plus d'eau qu'une densité très soutenable de 250. Et bon, juste pour vous donner une idée, en Arizona, ils sont rendus à peu près à 50 arbres à l'hectare. Leur densité a été diminuée drastiquement parce qu'il y a presque plus d'eau qui arrive au sol. Et à cela, l'exercice qui est innovateur, c'est qu'on va greffer un autre type de sylviculture qui est à développer, donc que je nomme sylviculture adaptée à quoi? À la connectivité écologique. Donc, la connectivité écologique, en fait, la connectivité, on parle d'animaux, mais il y a toutes sortes de transferts biologiques qui se font dans les corridors de connectivité. Toutes sortes de transferts. Et donc, j'ai déjà eu un entretien avec Bruno Boulet pour les champignons. Les champignons sont à considérer, la microflore, la microfaune, la grande faune, la faune aviaire, etc. Et ils ont un point commun qui est orienté vers les attributs structuraux. Donc, c'est ce point commun-là, on en fait un objectif dans la sylviculture adaptée à la connectivité. Et il y a aussi les structures fonctionnelles, donc que la sylviculture peut aider à mettre en valeur, qui est là, le vocabulaire est plus difficile pour moi. C'est les spécialistes en faune là, qui vont s'ajouter, qui vont m'aider pour ça, mais c'est les attributs de densité horizontale. Je vais parler en termes forestiers, là. Et densité horizontale pour se cacher et pour être à l'abri des prédateurs. Dans ces deux modes de solution orientés à la sylviculture, le but ultime est d'accroître une permanence. Ben, en fait, c'est d'installer une permanence accrue du réseau de connectivité pour que ce réseau-là reste dans le temps malgré les changements climatiques. Merci beaucoup, Karine. Excellente présentation. Donc, vous pouvez voir comment, de où le CRE est parti, qu'est-ce qu'on a fait comme réflexion, la mobilisation, l'engagement des acteurs en région, ce qui est à venir, le projet innovateur, notamment de Karine en lien avec la connectivité. Donc, on peut conclure au niveau de la connectivité, c'est un réseau bien établi qu'il faut maintenant venir rendre résilient, adapter, consolider. Et on remercie tous les acteurs qui œuvrent à la gestion du changement parce que la connectivité, c'est un changement, c'est vraiment un grand chantier qui demande de voir une vision à long terme. Et on remercie Conservation de la nature, l'Université de Sherbrooke, l'équipe de Richard Fournier qui nous a soutenus dans l'identification de notre réseau, le Fonds vert, la Fondation de la Faune du Québec et le programme Prime Vert pour l'ensemble des actions en milieu agricole. Merci beaucoup, Andréane, Jenny et Karine, pour cette superbe présentation.